L'art se fait avec les mains, nous dit Henri Faucillon dans L'éloge de la main, collection livret d'art, édition Marguerite Vaknin, 1939. Elles sont l'instrument de la création, mais d'abord l'organe de la connaissance. Pour tout homme, je l'ai montré, pour l'artiste plus encore et selon des voies particulières. C'est par les mains que l'œuvre, au départ esprit, pensée ou rêve, peut venir se concrétiser dans la matière, quelle que soit cette matière, pour venir toucher nos sens. C'est ce que nous explique l'auteur dans ce texte poétique profond et intense. Et c'est d'autant plus vrai pour la musique. Pensez à un musicien ou à une musicienne. Immédiatement, ce sont ses mains qui vous viennent en tête. Comment ses mains parcourent le piano, la guitare, jouent de l'archet sur le violon ou la contrebasse. Comment elles viennent pincer les cordes, taper les percussions, comment elles tiennent les baguettes, comment elles montent ou descendent sur le saxophone, la flûte ou le hautbois, comment elles s'étirent, se tordent, se tendent ou se démultiplient pour se mettre au service de tel ou tel instrument. De la pulpe des doigts aux articulations, tendons, os, c'est toute une mécanique qui se met en œuvre à chaque morceau de musique et qui va bien au-delà des mains, même si celles-ci viennent finir le geste. Et c'est ce même geste répété à l'infini, encore à l'infini, pour obtenir l'accord ou la note parfaite qui vient en profondeur modifier le corps du musicien ou de la musicienne. C'est aussi lui qui est à l'origine de ces mots. Oui, la main reste la finalité et c'est la finalité du geste, mais c'est aussi le point de contact. Donc en fait, c'est la finalité du corps, mais c'est le début de l'instrument. Et ce qui fait que souvent, on aborde l'instrument comme la continuité du corps. C'est la continuité du corps, pas l'intermédiaire de la main. C'est la main qui fait l'intermédiaire entre le corps et l'instrument. Donc finalement, la main est le lieu où tout se joue à proprement dit, effectivement. Vous écoutez le podcast de la Criée Média, la main des musiciennes et musiciens. Une enquête signée Léna Ayou et Karine Paulien, menée en collaboration avec Céline Buissou, ergothérapeute à Thonon-les-Bains et Gaillard, spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien. Quand on voit en faisant une mise en situation, quand on regarde un petit peu les gestes, quand on analyse la manière dont on porte un instrument et dont on fait un geste, il est très étonnant d'imaginer que les musiciens ne sont pas plus entourés par des professionnels de santé. Ça demande beaucoup d'efforts physiques. Il faut imaginer qu'ils font ça depuis qu'ils sont enfants. Donc c'est pas un métier qu'ils ont appris après le bac ou dans une formation professionnelle telle que beaucoup de métiers se font aujourd'hui. Eux, c'est depuis vraiment l'enfance qu'ils ont débuté à apprendre la musique, à s'exercer, à modifier leur corps en fait, depuis l'enfance. Nous vous proposons dans ce podcast une plongée dans le corps des musiciens et musiciennes professionnels, principalement d'orchestre. Je m'appelle Peter Jarle-Debourg, je suis directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie. C'est un sujet que j'ai rencontré, c'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Parce que souvent dans le travail, surtout quand on rencontre un orchestre, le temps est limité. On a un certain nombre de répétitions, mais qui s'étale sur quelques jours, puis un ou plusieurs concerts. Donc on passe rarement plus d'une semaine ensemble, ce qui est relativement peu. Et surtout quand on travaille ensemble, on parle de musique, on parle de mise en place, de sonorité, de phrasé, des choses comme ça. Et c'est seulement quand on a un peu plus de temps à passer ensemble qu'on se rend compte que il y a beaucoup de souffrances qui peuvent se cacher derrière les apparences. Et on n'en parle pas volontiers parce que on est là pour faire la musique, on est là au service de l'art, donc voilà, on veut se montrer bien, on veut se montrer bien portant. Voilà, et on a envie de renvoyer cette image-là, mais ça n'empêche pas que faire de la musique, jouer d'un instrument, c'est extrêmement physique. C'est souvent des positions du corps tout court, des positions des bras qui sont pas forcément confortables. C'est des mouvements répétitifs.
qui font apparaître des tensions. Moi-même, moi je suis pianiste et organiste, et au piano, j'ai rencontré aussi à un moment donné pendant mes études, justement quand j'ai intensifié ma façon de travailler, des résistances de mon corps, et notamment au niveau de mon bras droit, et qui ont fait que j'ai dû m'arrêter à un moment donné. Donc voilà, et je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup de musiciens, et voilà, donc c'est important d'en parler. Justement, vous, en tant que chef d'orchestre, vous avez décidé de prendre cet aspect-là en compte jusqu'à faire venir Céline Bouissou, ergothérapeute, au sein de votre orchestre. Racontez-nous tout cela. Oui, alors en fait, c'est Céline qui est venue à notre rencontre, qui nous a contacté dans un premier temps, et qui a simplement présenté son travail, et nous, c'est-à-dire moi et la directrice générale de l'orchestre, Julie Mestre, on a trouvé ça très intéressant, de pouvoir proposer aux musiciens aussi un accompagnement pour ceux qui le désirent, de tous les aspects physiques de leur travail. Parce que voilà, on sait que ça joue, on sait que parfois il y a même des musiciens qui doivent laisser passer une série parce que voilà, ils ont des problèmes de dos ou des choses comme ça. Et on trouve que c'est quelque chose aussi qui est important de commencer à oser nommer, parce que il y a toujours une espèce de tabou sur, un peu comme ce que je disais déjà. On a tendance à pas vouloir le montrer, et c'est aussi une espèce de culture parmi les musiciens classiques, surtout les générations anciennes, on va dire. Il fallait pas en parler. Ça fait partie du métier. Voilà, on s'entraîne comme des sportifs de haut niveau. Si on veut bien jouer et être vraiment excellent et jouer à un très haut niveau, on va souffrir un peu, mais faut pas y faire attention. C'était un peu ça l'état d'esprit, et même si les esprits la mentalité a vraiment évolué, ça joue toujours un peu, c'est toujours un peu présent. Donc on a envie de briser un peu ce silence. Est-ce que c'est une mentalité, à travers votre expérience, que vous avez retrouvée ? On sait que vous avez été en Suisse romande, par exemple, à Madrid. Votre pays natal, ce sont les Pays-Bas. Est-ce que c'est une mentalité que vous retrouvez ici et ailleurs ? Ouais, c'est un peu pareil partout, je dirais. Et c'est en train d'évoluer aussi un peu partout. Je sais qu'il y a des orchestres qui ont qui ont employé carrément ça peut être des kinés, des ergothérapeutes ou autres, donc qui sont là au moins une partie du temps, et qui font partie intégrante des équipes. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est en pleine réflexion, et on se rend compte surtout que il faut oser l'aborder, parce que ce sont des carrières longues en musique et dans les orchestres. Et on dit souvent que les musiciens sont des sportifs de haut niveau, mais les sportifs de haut niveau, ils s'arrêtent entre 30 et 40 ans, et ils font une reconversion, très souvent. C'est ce qu'on voit aussi avec les danseurs, notamment les danseurs classiques. Ils dansent jusqu'à 35-40 ans, quelque chose comme ça, et après ils savent qu'ils vont se destiner à autre chose. Mais les musiciens d'orchestre jouent jusqu'à la retraite. Donc voilà, c'est très important justement de se donner les moyens, se donner les outils, de pouvoir continuer en bonne santé et sans trop de souffrance. Vous dites que Céline est venue du coup présenter son travail au sein de l'Orchestre des Pays de Savoie, et vous dites c'est ce qu'on aimerait mettre en place. Oui. Qu'est-ce que vous allez mettre en place avec Céline ? Alors c'est un peu la grande question encore. Comment ça peut se définir exactement ? Pour nous, il faut voir comment on peut intégrer ça dans le temps de travail des musiciens, parce qu'il faut que ça se fasse sur le temps de travail. Il s'agit pas juste d'une possibilité individuellement de pouvoir aller la voir, mais aussi de pouvoir intégrer sa présence à certains moments. Et là, cette première rencontre, c'était aussi pour voir un peu comment ça allait être accueilli par les musiciens. Est-ce qu'ils allaient être un peu méfiants, un peu mais est-ce qu'on vient nous observer, qu'est-ce qui va se passer ? Mais non, pas du tout. On s'est vite rendu compte que voilà, ils sont allés la voir, et donc voilà, il y a déjà un échange qui se met en place. Et donc voilà, on est en pleine réflexion de comment ça va pouvoir se poursuivre. C'est une voie avant-gardiste finalement. Ouais, peut-être. Ce que vous êtes peut-être en train d'ouvrir en ce moment. Peut-être, oui. C'est aussi en lien avec ce qu'on appelle la formation continue. Donc proposer aux musiciens
musiciens des possibilités de développer encore leurs compétences, leur savoir sur le point musical, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines. Et donc cet accompagnement fait aussi partie de ça. Une question un peu bête, mais est-ce qu'en tant que chef d'orchestre, vous souffrez vous aussi ? Ah oui. On peut, on parle beaucoup de souffrance, que c'est comme si on travaille tout le temps dans la douleur. C'est pas ça non plus. Et souvent, le fait de faire de la musique fait aussi oublier les petits bobos, les petites douleurs qu'on peut ressentir. Mais parfois, on traverse des périodes particulièrement intenses. En tant que chef aussi, on a quand même, c'est le haut du corps qui est très actif. On peut facilement développer des tensions au niveau des épaules, des omoplates, des cervicales, donc voilà. Et même au niveau du bras, parce que et même de l'avant-bras, parce que quand on a le bras tendu devant, déjà on est en tension, dans une position qui est en tension. Et c'est souvent avec l'intensité musicale qu'on a envie de donner, même si on joue pas d'un instrument, mais voilà, on met souvent beaucoup d'intention, et donc on peut concentrer des énergies à des endroits qui vont après provoquer des problèmes. Ouais. Pourquoi les musiciens s'oublient autant ? Est-ce qu'il y a l'histoire de la performance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire de l'instrument ? Est-ce qu'il serait envisageable de changer le poids de l'instrument ? Nous retrouvons Céline Buissou. C'est très difficile d'envisager ça, justement parce que l'instrument a une histoire aussi, la construction de l'instrument a une histoire, et on observe une sacralisation vraiment de l'objet qui passe avant la main, avant le corps et avant le musicien, pour que vraiment la musique soit au service, que l'instrument soit au service de la musique et que ça soit pas le corps au service de l'instrument pour la musique. C'est pas la même conception des choses, et ce qui implique aussi que les douleurs sont oubliées ou peu dites ou peu réfléchies. Je m'appelle Michel Veillant, donc j'étais professeur à l'EMU à Lausanne pour la contrebasse. Maintenant, je suis un jeune retraité, mais je joue toujours la contrebasse. Ravel, il avait écrit des harmoniques dans l'Enfant des sortilèges qui étaient impossibles à jouer pour les contrebassistes parce que les instruments étaient tellement gros, ils n'avaient pas les bras assez longs pour aller jusqu'aux harmoniques qui se trouvent tout près du chevalet. Et ils se demandaient s'il fallait qu'ils jouent ça à deux, un qui touche les cordes et l'autre qui joue l'archet. Et finalement, ils ont carrément coupé la contrebasse, ils ont coupé les épaules de la contrebasse en leur donnant une forme de poire pour qu'ils puissent arriver à toucher le chevalet. Et après, ils ont créé des instruments qui étaient effectivement facilement jouables. Mais au début, les instruments, c'était des immenses armoires, etc. Donc, c'était impossible de jouer ces harmoniques. C'est drôle. Est-ce que, du coup, il y a une exigence aussi qui s'est multipliée par rapport à cette transformation des instruments ? Est-ce qu'on vous demande de jouer plus vite, mieux ? Bien sûr, effectivement. Le niveau technique, en tout cas, et musical des contrebassistes aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans en arrière, c'est incroyable ce qu'on leur demande maintenant. Mais c'est comme tout, quoi. C'est dans tous les instruments, il y a eu une évolution aussi, effectivement, qui est venue aussi de par que les instruments ont évolué dans le bon sens, quoi. Pour le piano aussi ? Oui, bien sûr, évidemment, le niveau moyen augmente de façon exponentielle. François-Xavier Poisat, pianiste concertiste à Genève et organisateur de festivals. Depuis quelques décennies, ça c'est le prix à payer de la démocratisation de l'accès aux études musicales, qui est au fond, d'une façon humaniste, une excellente chose. Je m'imagine qu'au 19e siècle, les grands compositeurs, pour pouvoir faire de la musique un métier, il fallait réunir un million de circonstances. Fallait faire partie d'une classe sociale déjà très aisée. Puis aujourd'hui, évidemment, tout le monde peut tenter sa chance. Et puis ça fait que il y a énormément plus de concurrence qu'avant. Mais voilà, c'est ok, c'est la vie. À partir de quel moment on peut parler vraiment de souffrance et comment quantifier cette souffrance-là ? Dès l'instant où ça gêne, dès l'instant où ça limite le jeu musical, dès que ça limite le mouvement ou que ça limite le confort à l'instrument. Dès l'instant où on sent que la manière dont on joue n'est pas confortable, c'est qu'il y a un problème.
Et donc, effectivement, soit on arrive à le modifier, soit on se tourne vers quelqu'un qui peut aider. Mais dès l'instant où le jeu instrumental n'est pas confortable, n'est pas agréable, ça ne doit pas continuer. Vous parliez de la façon de sentir, et que ça doit être difficile d'évaluer quand on est apprenant musicien, quand on a véritablement mal parce qu'on est mal positionné et puis parce qu'on pourrait résoudre ça par une position, ou tout simplement parce que l'apprentissage de cet instrument, dans ce geste-là précis, est compliqué et difficile. Oui, je vous confirme que ça peut faire mal au début parce que les muscles et les tendons ne sont pas conçus pour ça. Après, justement, la douleur de l'apprenant est différente de la douleur aussi du musicien professionnel. Le musicien professionnel, on l'estime qu'il sait utiliser son instrument et qu'il sait positionner son corps sur l'instrument. Donc c'est vrai que la douleur de l'inconfort chez le musicien professionnel n'est pas la même que chez l'apprenant. La personne qui commence à apprendre un instrument de musique peut ressentir des douleurs. Elles ne sont pas anormales. Il ne faut pas qu'elles persévèrent ou qu'elles s'installent vraiment ou qu'elles limitent l'apprentissage. Et c'est là que justement les professeurs de musique ont toute leur place pour se dire là, c'est une douleur qui est entre guillemets classique à l'apprentissage et là, c'est une douleur qui ne permet pas de pouvoir continuer d'apprendre l'instrument et qui ne doit pas être mis de côté ou empêcher l'apprentissage de l'instrument. Est-ce qu'on souffre moins en commençant plus tôt ? Est-ce qu'il y a une différence entre le musicien adulte, le corps d'un musicien adulte et le corps d'un musicien enfant ? Évidemment, parce que les tendons, les ligaments n'ont pas la même réaction aux contraintes. Effectivement, un enfant va être beaucoup plus laxe, voire hyper laxe, souvent chez les petites filles. On voit que les ligaments et les tendons acceptent beaucoup mieux d'être déformés sans trop souffrir. Chez l'adulte, c'est plus compliqué. C'est vrai que les tendons, les ligaments, on voit qu'ils ont déjà quelques années, malgré une jeunesse, moins de 30 ans, on peut déjà voir une différence. Mais c'est vrai que chez les enfants, c'est un petit peu plus simple d'accepter la déformation du corps. Ça peut être à double tranchant parce que les tendons, les ligaments sont tellement flexibles, tellement accessibles au mouvement et à la déformation qu'au contraire, en fait, sur les imageries médicales, on peut ne rien observer du tout. On peut vraiment se dire non, le corps est tout à fait normal, il n'y a aucun problème, et que le tendon soit déjà souffrant. Et qu'on ne puisse pas le voir parce que, justement, il résiste et qu'il est malléable et qu'il accepte la déformation. Donc ça peut être à double tranchant aussi chez les patients jeunes, voire très jeunes, de se dire, a priori, médicalement, on voit rien, alors que le tendon, il souffre déjà. C'est vrai que les gestes qui auront été appris à l'enfance seront un petit peu mieux sauvegardés de la vieillesse parce qu'ils auront été entraînés. Et ça, dans n'importe quelle activité, finalement, un enfant qui apprend le sport, qui apprend n'importe quelle activité, aura cette mémoire du geste, cette mémoire aussi de l'élasticité tendineuse et musculaire qui permettra de le prolonger à la vie adulte. Ce qu'on observe par contre, c'est qu'il y a une modification vraiment du cerveau des enfants qui apprennent la musique et ça, c'est quelque chose qu'ils garderont toute leur vie. On sait qu'il y a une meilleure connexion entre les deux hémisphères du cerveau chez les enfants qui ont appris la musique. Ça, c'est vraiment établi avec des IRM fonctionnels. On a pu vraiment visualiser le cerveau d'un musicien, d'un cerveau de quelqu'un qui n'avait pas appris la musique, qui n'était pas musicien et on voit qu'il y a une réelle différence. Ce qui peut aider aussi à l'apprentissage des mathématiques, l'apprentissage du par cœur, toutes les capacités scolaires qu'on demande aussi aux enfants, c'est des choses qui peuvent aussi être aidées par l'apprentissage de la musique. On a souvent entendu que pour apprendre, il faut souffrir. Est-ce que apprentissage de la musique est égal forcément à souffrance ? Heureusement non. Heureusement que non. Alors oui, on peut observer des douleurs, on peut ressentir des douleurs, mais ce n'est pas l'apprentissage qui est lié à la douleur. On est presque sur une question un peu philosophique, un peu sociologique aussi. C'est vrai qu'on, dans un courant très français, suisse, où on a une hérédité un peu judéo-chrétienne, la souffrance est très liée aussi à la performance. La vie est faite de souffrance dans bien des domaines un peu philosophiques. Aujourd'hui, on en revient beaucoup à ça et l'apprentissage ne doit pas rimer avec souffrance. On peut ressentir des tensions, on peut ressentir de la douleur, mais ça ne doit pas être lié à un bon apprentissage. Ça n'est pas lié du tout.
Alors aujourd'hui, tous les professeurs de musique auront ce même discours, je crois, de se dire que l'apprentissage de la musique n'est pas lié à la douleur et qu'il ne faut pas souffrir pour apprendre. Je crois que c'est quelque chose qui est assez bien répandu maintenant dans le monde de l'apprentissage de la musique. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que oui, on sait qu'il ne faut pas souffrir, mais comment on fait pour ne pas souffrir? Et comment on fait pour adapter les cours, adapter l'apprentissage pour éviter les souffrances? Et je crois qu'aujourd'hui, on en est là, de se dire concrètement maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il ne faut pas souffrir, on voit qu'il y a des souffrances, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vrai que je pense que concrètement, c'est vraiment une lacune aujourd'hui du monde de la musique, c'est de se dire que concrètement, on ne sait pas encore comment gérer la douleur. On sait qu'il ne faut pas la voir, on sait qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est néfaste, mais on ne sait pas comment la gérer. Quand on parle de problèmes, effectivement, les souffrances des musiciens, il y a aussi d'autres souffrances auxquelles je pense. Michel Vaillon, professeur retraité de l'EMU, Haute École de musique et conservatoire de Lausanne. Il y a aussi les horaires de travail. Quand vous travaillez à l'opéra, que vous finissez à 1h du matin, que vous êtes très fatigué, pour des gens, c'est aussi pénible, c'est aussi une difficulté. Vous travaillez tous les week-ends alors que tout le monde a congé. C'est des choses aussi qu'il faut savoir, que les musiciens, voilà, ils font un autre métier. Quelquefois, ça peut être aussi une source de peine de faire des horaires comme ça qui sont difficiles. Et il y a aussi une autre chose, c'est le niveau sonore aussi dans les orchestres, qui font que si vous regardez d'ailleurs dans les orchestres, il y a souvent des panneaux en plexiglas devant les trompettes ou devant les trombones pour que les gens qui sont devant ne souffrent pas trop, parce que il y a beaucoup de gens qui jouent avec des boules caisses parce que le niveau est tellement fort. Particulièrement dans les fosses d'orchestre, par exemple. Vous pouvez imaginer que vous faites un Wagner avec les percussions, avec les trompettes, avec les trombones, le niveau sonore est très élevé. Et ça, c'est une grosse source aussi de peine pour les musiciens. Ils doivent se protéger parce que si vous êtes atteint après, vous avez effectivement des acouphènes, vous pouvez avoir effectivement des gros problèmes d'oreilles, quoi. C'est un problème mais qui est déjà traité dans les orchestres. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein, Comment se préparent certains musiciens physiquement? Bon, effectivement, mon prof, surtout Franco Petracchi à Genève, me disait qu'il fallait être physiquement en forme. Il fallait peut-être faire un peu de natation si on n'était pas assez fort dans les bras. Et effectivement, si on veut prévenir un petit peu les problèmes physiques, il faut être préparé physiquement, quoi. C'est comme pour un sportif, il faut faire un peu de musculature, il faut faire effectivement toutes sortes d'exercices pour se préparer. Et si on est prêt physiquement, après on va peut-être éviter les problèmes effectivement de tendinite et ces choses-là, quoi. Alors au piano, on a beaucoup de chance au niveau physique. François-Xavier Poisa, pianiste. C'est une position qui est assez naturelle, on est assis, on n'est pas debout, on n'a pas besoin de se tordre, la position est assez symétrique, donc c'est assez équilibré. Par contre, ce qu'on a peut-être plus de mal à gérer par rapport aux autres musiciens, c'est le stress, parce que c'est un instrument qui exige une mémoire extraordinaire. On se retrouve souvent à jouer seul, donc beaucoup plus de musique, et puis on exige d'un pianiste concertiste qu'il ait toujours des heures et des heures de musique par cœur dans la tête, qui doit jouer par cœur et parfaitement. Donc ça, c'est vraiment un stress intellectuel qui peut ensuite, s'il est mal géré, déteindre sur des parties du corps dont on a besoin pour jouer du piano, notamment les mains et les avant-bras. Donc c'est souvent là qu'on va avoir des tendinites, par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est plus pour des raisons psychologiques de stress plus que des raisons de posture. Alors comment on se prépare à cette souffrance psychologique, si on peut se préparer? En tout cas, comment vous la vivez, comment vous l'anticipez, vous, maintenant que vous avez de l'expérience et... Alors il faut, moi ma façon de prévenir ce genre de problème, c'est de me renforcer physiquement en faisant du sport, mais aussi mentalement en faisant des sports qui soient vraiment des vrais défouloirs et puis qui puissent aussi développer une espèce de force mentale comme ça. Donc j'ai choisi les sports de combat, les arts martiaux, et surtout des arts martiaux avec véritable contact. Donc ça permet, quand on fait des combats d'entraînement, de générer un stress qui pour le coup va être très primitif, très
très animal, et quand on s'habitue à ce stress qui est également très naturel, et ben ensuite le stress un peu plus superficiel, mais en même temps un peu plus pervers de devoir jouer devant un public et de délivrer comme ça d'énormes quantités de musique apprises par cœur, bah c'est évidemment plus facile à supporter. Et Michel, vous ressentez le même stress ? On a moins de problèmes de mémoire parce que il y a moins de notes, mais effectivement il y a le stress effectivement qu'il faut maîtriser. Et moi, comme j'étais prof, je me suis quand même beaucoup occupé de ça avec mes élèves, parce que c'est une part importante de pouvoir se présenter le mieux possible devant le public, physiquement, mais aussi intellectuellement, et puis de manière décontractée. Et tout ça, ça se prépare, quoi. Ça se prépare. Et pour les problèmes de tendinite aussi, effectivement, on a des exercices qu'on faisait, qui sont des exercices d'articulation sur l'instrument. C'est une sorte de musculation sur l'instrument. Et si vous êtes musclé, si vos doigts sont bien musclés, vous avez moins tendance à vous crisper, et les choses se passent plus naturellement. Mais c'est quelque chose de très important. Il faut tenir compte. Et je disais aussi aux élèves, dès le moment où vous avez mal à cet endroit, il faut tout de suite arrêter. Et je pense que aussi d'arrêter quelques jours, ça fait beaucoup de bien. Il ne faut pas croire que c'est en multipliant les heures de travail qu'on va pouvoir progresser le mieux. Tout ça, c'est un processus, mais c'est la même chose pour les sportifs. Il faut faire attention à votre corps. Il faut progresser lentement. Il faut récupérer. Et il faut faire attention effectivement aux blessures, quoi. La main des musiciennes et musiciens, un podcast Lacrier Média à écouter sur toutes les plateformes audio. Une enquête réalisée par Léna Ayou et Karine Paulien avec l'aide de Céline Buissou, ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.